J'appelle Daniel Knoll, qui est le fils, l'un des fils d'ailleurs de Mireille Knoll, à nous rejoindre. Qui a d'ailleurs écrit un livre de témoignages très beau, très fort, qui s'appelle « C'était maman ». On a cru naturellement, après tous ces épisodes dramatiques que nous venons de raconter, on aurait pu raconter des dizaines et des centaines même d'actes antisémites et d'histoires terribles qui ont mené d'ailleurs au départ de beaucoup dans la communauté juive. On a cru que ça allait s'arrêter. Non. Une mamie, on peut dire une grand-mère, qui aurait pu être la grand-mère de chacun d'entre nous, survivante de la Shoah, qui survit à la Shoah, mais qui ne survit pas en 2018 à un de ses voisins, et qui l'assassine. C'est stupéfiant, on le dit comme ça peut paraître incroyable, même en le disant ce soir, j'ai du mal à l'admettre, et à considérer que ce n'est pas un cauchemar, et pourtant c'est vrai. Mireille Knoll, assassinée, une grand-mère inoffensive, en plein cœur de Paris, à quelques encablures de la place de la Nation, quartier tranquille, dit-on, Paris, la capitale de la France. Daniel Knoll, vous nous faites l'amitié d'être là ce soir. Comme j'ai lu aussi votre livre est là pour témoigner. Je dirais qu'au départ, vous-même, vous dites, bon, il y a de l'antisémitisme en France, mais même au départ, quand vous apprenez le drame absolu, la tragédie inouïe, vous ne vous dites pas d'abord, ça doit être un crime antisémite. Vous ne pouvez pas l'imaginer, je crois. Et merci d'intervenir ce soir. Bonsoir. J'aimerais d'abord vous dire mon émotion, après tout ce que j'ai entendu ce soir. Pauvre Sarah Halimi et tous les autres. Et vraiment, j'en ai les larmes aux yeux. L'émotion juive, n'est-ce pas? Oui, effectivement, nous ne pouvions pas penser au départ que c'était un crime antisémite. Et nos pensées, notre façon de voir les choses a évolué lorsque nous étions chez notre cher maître Golnadel. Il est en train de nous dire quelque chose d'évident, bien sûr, on n'allait pas se baser là-dessus. Juste au moment où un de mes amis m'a fait parvenir ce SMS me disant que le parquet avait reconnu le statut de crime antisémite. Et là, bien sûr, tout a changé pour nous. La peine n'a pas été plus grande, elle était autre. Et c'est pour ça que nous avons décidé de participer à cette fameuse marche blanche, où nous aurions aimé que vraiment tout le monde soit réuni, c'est-à-dire toute la France, dans un élan peut-être de réconciliation. C'est pas exactement ce qui est arrivé, puisque quelques personnes ont décidé que Marine Le Pen et Mélenchon soient interdits de manifestation. Et c'est exactement ce que nous craignons, c'est-à-dire qu'on n'a parlé que de Mélenchon et de Madame Le Pen, et on a oublié complètement ma mère. Merci Daniel, c'est vrai que c'est une histoire, on ne va pas rentrer dans cette polémique-là ce soir. Bien sûr. Je pense, avec le positionnement, si j'ai bien compris, pour résumer l'affaire, c'était au moment où le CRIF a considéré que finalement il ne devait pas être présent, mais n'a pas interdit, il faut le rappeler, n'a pas interdit la présence de tous les Français, y compris Le Pen et Mélenchon. Samy, juste une réaction sur ça? Je voudrais juste vous dire un mot, c'est cette affaire, cet assassinat antisémite aurait pu passer à l'as. Tout simplement parce que c'est un collaborateur, René Lévy, qui m'appelle le dimanche matin. Je crois que l'assassinat s'est produit vendredi. Oui. Et il me dit, il y a eu un article sur Le Parisien de samedi qui titre ceci: une octogénaire découverte, assassinée à son domicile, brûlée par son voisin. C'est tout. Et nous avons reçu un message de nos voisins. Et c'est
René Lévy, qui s'est déplacé jusqu'au 39 de l'avenue Philippe-Auguste et faire enquête de proximité. À ce moment-là, sur la porte, il y avait un scellé avec Knoll et un voisin qui vient lui dire « Mais Madame Knoll est juive ». Et puis on apprend que l'assassin est évidemment musulman. Alors chez nous, on a fait tout de suite au BNVCA la relation. On s'est rappelé encore Sarah Halimi, Ilan Halimi et les autres. Et c'est comme ça que le premier communiqué. Alors j'ai appelé la journaliste. Elle m'a dit, mais M. Bozan, vous m'appelez. Je ne sais pas si elle est là, la journaliste du Parisien, qui fait un excellent travail d'ailleurs. Elle me dit, M. Bozan, vous m'appelez un dimanche, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, mais Mme Knoll est juive. C'est un acte antisémite. Et elle sait que quand nous disons que c'est un acte antisémite, c'est qu'on l'a vérifié. On ne dit pas n'importe quoi. Et effectivement, si nous n'avions pas été présents à ce moment-là, et lucides à ce moment-là, eh bien cette affaire serait passée à la trappe. C'est tout simplement ce que je voulais dire. Il y a aussi Gilles William Goldnadel dans cette affaire. D'abord, il faut déjà dire que ça n'a pas été si facile de dire que c'était un crime antisémite. Et d'ailleurs, c'est à nouveau contesté. Ouais. J'étais suffisamment sévère pendant toute cette soirée par rapport aux institutions pour vous dire que, d'une certaine manière, cette malheureuse affaire Knoll a été traitée exactement inversement comme a été traitée l'affaire Halimi. C'est-à-dire que, comme le disait très bien Daniel, quand il vient me voir, Daniel Knoll, nous on ne sait rien. On ne sait rien de la manière dont les raisons de l'assassinat. J'ai deux frères en face de moi qui viennent parce qu'on a assassiné leur maman. Et ils me disent, il y a le CRIF qui organise une manifestation. Mais je leur dis, mais pourquoi ils organisent une manifestation? Et il m'a beaucoup plu à ce moment-là que les enfants ne soient pas favorables à une manifestation sans savoir les raisons. Parce que, contrairement à ce que j'ai l'impression de temps en temps on peut penser, on n'est pas dans une situation extatique lorsqu'on apprend qu'on a assassiné un juif parce qu'il est juif. On est dans une situation extrêmement... On est dans une situation extrêmement encolérée qui rend la tristesse double lorsqu'on veut dénier l'explication du geste assassin. C'est tout à fait différent. Et 5 minutes après, effectivement, on a reçu une alerte qui nous expliquait que le parquet, sur la base du travail de la police, avait demandé à ce que ça soit ouvert sur la base de la circonstance aggravante d'antisémitisme. Parce que on avait appris que non seulement l'assassin avait égorgé la malheureuse au cri d'Allahu Akbar, mais qu'en plus, il avait évoqué avec son complice la question juive. Donc, vous voyez bien dans quelle situation nous étions, et le lendemain, effectivement, Daniel Knoll, et c'est pour ça que je suis fier de le défendre, et sans qu'il soit besoin de ramener cela à la politique, a souhaité que l'ensemble de la communauté française prenne part au deuil, et je dois vous dire que j'ai l'impression que dans cette horrible affaire, eh bien, j'ai le sentiment que l'ensemble de la communauté française a pris part à la douleur de la famille. Voilà. Il faut le dire quand on le ressent. Oui, c'est un signe. Daniel. Je voudrais juste rajouter que nous avons été extrêmement surpris aussi par les réactions
vraiment de sympathie que nous avons eue d'Israël en premier lieu, mais aussi du monde entier, et d'amis arabes, des musulmans qui nous ont envoyé leurs condoléances, et même s'ils n'étaient pas pro-israéliens, ils l'ont mis et ils se sont excusés pour ces monstres qui nous ont tué notre mère. Sur l'affaire elle-même, donc on sait qu'il y a deux mises en examen. Dans un premier temps, il y en a un qui a accepté les choses, et finalement, on en est où en ce moment? Sur l'affaire elle-même, et encore une fois, de manière inverse à l'affaire Halimi, nous avons affaire à deux juges qui investiguent sans a priori, quel qu'il soit, qui ont ouvert, je vous l'ai dit, sur circonstances aggravantes, qui travaillent d'arrache-pied, qui aujourd'hui encore essayent de rechercher les indices. Il faut dire, malheureusement, que nous ne sommes pas beaucoup aidés et que d'une certaine manière, sur le plan judiciaire, mais c'est ainsi, les choses sont faites ainsi, l'affaire Knoll est plus difficile peut-être à établir que la précédente. D'abord parce que la mère de l'un des deux assassins, la mère de Yacine, elle avait à grande eau le couteau qui a servi à égorger la malheureuse Madame Knoll, et je suis désolé d'avoir abordé ces détails vraiment devant son fils, et donc il est très difficile de savoir quelle est l'arme du crime, d'abord, puisqu'il y a plusieurs poignards. Deuxièmement, c'est que les deux assassins nous rejouent l'assassin habite au 21. C'est-à-dire qu'ils s'accusent l'un l'autre. Donc, Yacine dit que c'est Alex, Alex dit que c'est Yacine. Alex dit que Yacine a crié Allah Akbar, mais Yacine le dément. Et Alex, dans un second temps, est revenu sur ses premières déclarations, comme quoi ils avaient évoqué la question juive. Mais comme je l'ai fait déjà remarquer, en général, la police et la justice se fient davantage aux premières déclarations spontanées qu'à des déclarations postérieures après qu'ils aient pu se concerter ou quoi que ce soit. Donc, en réalité, bon, sur l'antisémitisme lui-même, je crois que, en tous les cas, je n'ai aucun doute en ce qui me concerne. J'entends souvent la même sottise, je crois que ça a été dit pour la précédente affaire. J'entends toujours la même sottise, c'est un crime crapuleux, il n'est donc pas antisémite. Comme si le crime crapuleux ne faisait pas merveilleusement bon ménage avec l'antisémitisme, comme si, par exemple, je prends souvent l'exemple, les moudjiks avinés, en tout cas sous à la vodka lorsqu'ils faisaient des pogroms, n'étaient pas satisfaits de piller les maisons de ceux qui avaient mis à mort le Seigneur Jésus-Christ. Depuis que le monde est monde, c'est rarement des pianistes distingués qui assassinent les juifs parce que ce sont des juifs, c'est en général la racaille. C'est ainsi. Voilà. L'islamo-banditisme, c'est 1995 à Roubaix. L'islamo-banditisme. Oui, mais il a encore malheureusement de très mauvais jours devant lui. Il n'y a pas de doute. Donc, nous sommes donc dans une situation judiciaire qui est, si j'ose dire, maintenant classique. On aura, avec mon confrère Bakouche, à prouver devant la cour d'assises, mais c'est normal, c'est le jeu judiciaire. Je n'ai jamais demandé à ce qu'on nous le facilite, je n'ai jamais demandé à ce qu'on condamne d'avance les accusés, j'ai simplement demandé à ce qu'on ne nous cire pas la planche. C'est tout ce qu'on demande à la justice, et dans cette affaire Knoll, pour l'instant, je ne peux pas me plaindre ni de la justice, ni de la police,
ni des pouvoirs publics, ni du ministre de l'Intérieur, ni du président de la République, qui a été un peu en retard à l'allumage, mais depuis, il a dit ce qu'il fallait dire. Donc, pardon, moi je ne condamne pas les pouvoirs publics ou les institutions par une sorte de posture, mais malheureusement, je constate que la plupart du temps, depuis à peu près 20 ans, on a vraiment beaucoup souffert. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Au risque de me froisser un peu avec mon ami et confrère Goldnadel, moi je représente le Bureau national de vigilance et je remercie les deux frères Knoll de m'avoir accepté à la demande, et parce que pas à la demande, mais avec l'appui de William Goldnadel. Mais je regrette une chose, c'est que nous avons eu, nous, BNDCA, Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, beaucoup de mal. Et grâce à toi, à ton intervention, on a eu beaucoup de mal à se faire accepter dans la procédure. De la même façon que nous avons eu beaucoup de mal à nous faire accepter, et tu n'étais pas tu n'étais pas en face de moi, ou à côté de moi, dans l'affaire Mera. L'affaire Mera, j'ai eu beaucoup de mal en cour d'assises. On était constitué partie civile à nous faire admettre en nous disant que nous n'avions pas un lien direct avec les victimes. Avec Madame Knoll en particulier, dans l'affaire Knoll, et avec aussi dans l'affaire Mera, avec la victime de Mera. Donc nous n'avions pas le droit de l'être. Il a fallu nous battre pour nous faire accepter comme partie civile, c'est-à-dire participer au procès, simplement connaître la procédure et nous présenter aux audiences lorsqu'elles auront lieu, comme je l'espère, et qu'il n'y aura pas encore des renvois, etc. Dernier point, dans l'affaire de Madame Knoll, c'est tout. Je ne peux que confirmer ce que dit William Goldnadel, mais je trouve que ça va quand même pas très vite. Ça devrait être traité beaucoup plus vite, les affaires antisémites. Surtout que les antisémites, eux, n'attendent pas, n'ont pas de procédure. Voilà les quelques éléments que j'ai à rajouter. Pourquoi nous avons tellement de mal? Et un dernier point, je n'ai pas eu l'impression que Madame la juge d'instruction était d'un enthousiasme délirant lorsque nous étions en face d'elle le jour où elle nous a reçus, en nous posant toutes sortes de questions tout à fait procédurales. Dans l'affaire Knoll. L'affaire Knoll. Dans l'affaire Mera, c'est autre chose, c'est avec un président qui était sous le feu des questions de notre confrère Dupond-Moretti. Ça, c'est un autre problème. Voilà. Nous sommes quand même partie civile, nous avons réussi à le faire. Le BNVCA, partie civile. Daniel, peut-être un mot pour dire un mot ce soir, puisque vous avez écrit un livre entier avec votre frère d'ailleurs, pour rendre hommage à votre mère, c'était maman. Alors j'ai envie que vous nous disiez peut-être en quelques mots, qui était votre mère? Avec l'aide de Catherine Siguret, on a écrit à sa demande un livre Souvenir de maman, parce que maman n'a pas eu une vie classique. Elle a eu un peu la vie de tous les juifs, plutôt ashkénaze, c'est vrai, mais de tous les juifs. Et elle a eu la chance de beaucoup voyager, de rencontrer beaucoup de monde, et elle aimait les gens. Et elle l'a montré jusqu'à la fin de sa vie. Elle les aimait tellement qu'il y en a un qui en a profité et qui l'a assassiné. Mais tout le livre, en fait, c'est son aventure, c'est sa vie. Absolument. Michel, je suis allé hier seulement au 39. C'est le 39, hein, c'est ça? C'est le 30. Le 30, oui. C'est une cité. Et quand je suis entré dans la cité, j'ai été abordé par une dame qui me dit « Ah, monsieur, vous venez, vous êtes monsieur Gozlan, il faut que je vous dise, beaucoup de nos voisins ont enlevé la mezouza de leur porte aux juifs. Nous ne vivons pas tranquilles. » Et elle m'a montré l'arbre que vous avez planté à la mémoire de votre maman. Et elle me dit, vous savez, je le surveille cet arbre parce que j'ai peur que quelqu'un vienne le déterrer ou le dégrader. Et on n'a pas compris pourquoi il n'y avait pas de plaque sous l'arbre. Je suis bien d'accord avec toi.
de la même façon que j'attends toujours de la part de Madame le maire Anne Hidalgo, la fameuse rue qu'elle m'avait promise. Donc voilà, c'est encore une illustration de cet antisémitisme qu'on ne veut pas voir et de cette menace qui pèse sur nous et dont on voudrait se voiler la face au sens propre et au sens figuré du terme. Merci beaucoup de votre intervention. Michel, il y a des gens qui ont été victimes de ce que j'appelle moi l'antisémitisme quotidien, ce que tu dis, domestique. Donc si certaines d'entre elles veulent s'exprimer. Pour réagir sur la responsabilité de nos institutions, je voudrais vous lire 2 phrases de Yvan Rioufol dans un livret que nous venons de publier qui s'appelle « Indignés, réveillez-vous ». Indignés, réveillez-vous, ça fait appel évidemment à Indignez-vous de Stéphane Hessel et qui est en vente à la sortie. Juste 2 phrases. Non, ce n'est pas l'idéologie islamiste qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est la léthargie des dirigeants français devant cette plaie qui s'infecte. Ce qui fait peur, c'est leur insouciance face à l'ennemi. Vous avez compris maintenant quelle est la responsabilité des institutions. Et puis vous pouvez voir aussi dans ce livret une intervention d'un professeur franco-libanaise qui parle de l'affaire Théo, qui a été couverte par Hollande et Macron, alors qu'ils avaient la caméra qui avait montré qu'il mentait, et ils avaient couvert cette affaire parce qu'on était en plein dans les élections. Ils sont même allés le voir. Il y a un autre scandale qui s'est produit cette semaine. Quelqu'un qui n'est pas israélien, c'est un grand personnage, c'est Claude Lelouch, qui a été victime d'un lynchage parce qu'on a refusé de l'accepter au Caire, au Festival du cinéma. Si ça, c'est pas d'antisémitisme, et tous ceux qui se sont solidarisés avec Théo, et les artistes, et même les artistes juifs qui étaient là, où sont-ils? Pourquoi ne soutiennent-ils pas aujourd'hui Claude Lelouch? Michel, nous avons un professeur ici qui a l'intention d'exprimer ce qu'elle a souffert dans sa profession. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je suis enseignante en collège et lycée dans un établissement privé sous contrat dans le 9e arrondissement de Paris. En 2016, une collègue et moi décidons de monter un projet trinational sur la mémoire de la Shoah. Ce projet sera primé par la mairie de Paris et il recevra 21 000 € de subvention. Tous les élèves et leurs parents en salueront la qualité et l'importance. Ce projet n'était pas encore actualisé, qu'il suscitait déjà de vives oppositions de la part d'une collègue. Elle vociférait en disant qu'elle aussi, qu'elle a toujours été contre ce projet, en invoquant que ce voyage scolaire allait traumatiser les élèves et marginaliser ceux d'entre eux d'origine maghrébine. Elle ajoutait qu'autour de cette problématique, c'était l'overdose, trop de films, trop de livres. En bref, qu'on en entendait trop parler. Elle contestait avec force ce projet, puis pour opposer ses origines aux miennes, elle affirmait qu'elle aussi allait initier un projet sur la guerre d'Algérie. Avant même que le projet Shoah soit mené, elle tenait les propos suivants en parlant de l'Algérie avant l'indépendance. Vous trouvez ça normal qu'en Algérie, les Juifs étaient mieux lotis que les Algériens eux-mêmes? La direction et le conseil d'administration acceptèrent le projet Shoah. C'est alors que les remarques de cette collègue devinrent plus sournoises et plus caustiques, et particulièrement dirigée envers le personnel juif du corps enseignant. Elle alla plus loin, en clamant qu'il n'était pas normal qu'il y ait autant de plaques commémoratives sur chaque façade des établissements scolaires parisiens qui mentionnent le nom des élèves juifs. Curieusement, ces propos ne provoquaient aucune réprobation de la part de la grande majorité des professeurs. Plus tard, derrière une feuille qui informait d'une sortie au mémorial de la Shoah, sur le tableau d'information en salle des professeurs, avaient été épinglés de façon anonyme des articles sur la guerre d'Algérie. Ensuite, une collègue, et cette collègue que j'ai nommée auparavant en salle des professeurs,
s'entretiennent devant moi de façon virulente, à haute voix, de l'absence d'un élève. Es-tu au courant que Yann est absent cette semaine car il est parti en Israël pour la bar mitzvah de son cousin? C'est inadmissible. À propos de ce même élève, auparavant, une surveillante lui avait fait remarquer, alors qu'il buvait du Coca-Cola pour accompagner son repas, qu'il ne faut pas acheter du Coca-Cola car cela enrichit les États-Unis qui donnent de l'argent aux soldats israéliens pour tuer des enfants palestiniens. Yann en parle à la direction. Cette dernière et la CPE vont minimiser les propos de la surveillante en parlant d'humour sarcastique. Ce fut exactement la même réaction de la directrice quand je vins me plaindre de la remarque de cette surveillance qui avait dit « Tu sors d'Auschwitz » à une collègue qui était allée chez le coiffeur. La collègue, en salle des professeurs, à la suite de la confrontation de Yann et de la surveillante devant la directrice, a dit « De toute façon, les Juifs, dès qu'il y a un problème, ils sont toujours en train de se victimiser, de dire qu'on est antisémite. » Petit à petit, les choses vont se retourner contre moi. L'ancienne CPE, très proche de la directrice, proclama que le projet Shoah avait trop mobilisé les élèves. Nous avions travaillé 6 dimanches dans l'année scolaire. De plus, la CPE n'avait pas apprécié mes absences certains mercredis afin d'être formée par le mémorial de la Shoah. De plus, le projet Shoah comportait une semaine en Pologne et plus tard une semaine à Berlin, moitié sur les temps de cours et sur les vacances scolaires. La jalousie submergea mes collègues. Des propos acerbes de la collègue dont je vous ai parlé se sont focalisés sur ma personne. Vous ne trouvez pas que Muriel a toujours des problèmes avec des élèves d'origine maghrébine, alors que chacun savait qu'il s'agissait de 2 élèves problématiques? L'ambiance devint de plus en plus délétère. L'année scolaire prit fin, mais je me vis annuler un projet à Londres pour l'an prochain sous un prétexte fallacieux. L'année scolaire suivante, je mène plusieurs petits projets et j'obtiens des places pour les 3e au Mont-Valérien pour l'appel du 18 juin en présence du président de la République. Derrière mon dos, des professeurs menés par la collègue dont je vous ai parlé tissent leur toile pour me déstabiliser. Mes collègues et moi écrivons à la directrice qui refuse de nous recevoir. Elle semble avoir choisi son camp. Puis, depuis janvier 2018, suite à l'entretien annuel avec 2 professeurs délégués du personnel, la directrice m'annonce que je ne dois plus monter aucun projet avec les élèves. Je craque. Le 12 janvier, je suis arrêtée 8 mois. 2 collègues se mobilisent pour défendre ma cause et le 18 janvier, une réunion extraordinaire se tient pour essayer de s'expliquer. Mais l'autre groupe est plus important et la direction a pris son parti. La collègue dont je vous ai parlé dit « Puisqu'on se dit tout à cette réunion, cela pose tout de même un problème qu'une personne d'origine juive mène un projet sur la Shoah. » Personne ne dit mot. Ces paroles semblent normales. Cette réunion ne règle rien. Et bien qu'absente, des propos me concernant continuent d'être proférés sur le même mode antisémite. Le 8 juin 2018, mon remplaçant, juif lui aussi, ce que beaucoup ignoraient, n'en peut plus de cette atmosphère délétère. Il évoque les problèmes et la cabale contre moi. Plus tard, dans la journée, en présence de témoins, la collègue dont je vous ai parlé dit « C'est bon, on n'a rien contre Muriel, elle se monte la tête toute seule. De toute façon, les Juifs sont toujours en train de se victimiser. Regarde, Oriane et Inam, elles ont vécu des choses très dures. Elles ne sont pas toujours en train de se plaindre. » Bon alors. Ma famille et le peu de collègues qui me soutiennent à ce moment-là me poussent à porter plainte pour propos antisémites, pour incitation à la haine et à la discrimination raciale au commissariat du 9e arrondissement et à écrire au recteur. Vous l'avez fait? Oui. Non, parce qu'on va pas pouvoir tout lire, pardon, parce que la soirée va se terminer et je suis dans ce rôle ingrat. Je veux juste que vous nous faites en un mot une conclusion. Donc comment s'est terminée votre affaire? Paris. Nous sommes reçus par l'adjoint du recteur et on expose notre problème. On est 6 enseignants.
Ils nous écoutent, ils nous disent qu'il y a un problème de pilotage au sein de l'établissement, mais ils ne parlent pas du tout de l'antisémitisme. Alors sur ce, je dis, mais attendez, il y a quelque chose qui n'est pas normal, vous êtes en train de banaliser l'antisémitisme. Et là, il me répond, écoutez, nous, on n'est pas agents de police. Et vous êtes revenu dans votre école. Donc on a attendu, la BNVCA s'est portée partie civile, ils ont écrit au recteur de l'académie, ils ont aussi écrit au ministre de l'Éducation nationale, on a repris les chemins de l'école en septembre, aucune nouvelle. Aucune nouvelle, personne On va n'a répondu. continuer à suivre. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et pardon pour avoir abrégé, mais on est pris par aussi le temps. Madame Bensignor est-elle là? Oui. Bonsoir, je suis Madame Bensignor, maman de 3 enfants, mariée, je vivais à Romainville. Je vais commencer juste mes propos par vous dire que je vais mieux, ça va, grâce aussi à Monsieur Boislan. On a vécu un cambriolage en 2017, en mars 2017. On ne s'est pas réveillé pendant ce cambriolage, la police a certainement, on nous a dit qu'on a dû être gazé ce jour-là. Bref, on s'en est remis plus ou moins. Et puis, la semaine qui a suivi, on est obligé de partir plus ou moins pour oublier un petit peu ce cambriolage. On pensait qu'un simple cambriolage. Et en revenant, un mois après, parce qu'on est parti un petit peu chez mes parents pour aller mieux, ils nous ont dépouillés, je vous passe, ils ont ouvert la fenêtre de ma fille, enfin bref, passé. Bon, je savais plus ou moins qu'en tant que maman, je ne resterais pas. C'était une location, on louait un petit pavillon tranquille. Et puis on est retourné, on s'est dit on va mettre une caméra, on va mettre une alarme, ça va aller mieux. On a repris presque 3 semaines après une vie moins normale. Et un matin, au début mai, je retrouve toute ma voiture taguée juif en grand. Les pneus lacérés, enfin je ne le sais pas au départ, on se lève juste un matin et j'amène comme toutes les mamans, les enfants à l'école. J'ai vu ça sur la voiture, je ne voulais pas y croire, j'ai dit non, ça ne va pas recommencer. J'ai pris ma main, j'ai effacé, je crois que c'était de la craie, mais sur toute la portière conducteur, juif en grand. Je montre bien sûr à ma fille que j'ai pas peur, c'est rien, je ne vais pas prévenir papa tout de suite, parce que ça va encore me remuer après ce cambriolage. Voilà, j'arrive vite à une station-service, et là le gars me dit, non, vos pneus sont lacérés, il y a des malins, il ne sait pas ce qui se passe, il y a des malins qui ont dû vous dégonfler les pneus, donc je pense qu'encore une fois on a échappé à la mort ou à l'agression une deuxième fois. Et moi je suis une femme, alors vous savez les voitures, je ne fais pas trop attention, il me dit, vous avez vu au fait de l'autre côté de votre voiture ce qu'il y a? Je lui dis, non, parce que je suis quand même un peu en panique en fait. Je ne montre pas à ma fille, mais il y avait marqué Israël en grand et une espèce d'étoile qu'il n'a pas réussi à faire, je pense. Ou notre étoile, ou leur étoile. Vous comprenez bien qu'il fallait que je fuis ce logement, j'appelle la police en leur expliquant, voilà ce deuxième fait divers. Et là par contre la police me dit, bien sûr j'ai eu la police scientifique qui est venue à la maison, ils ont relevé des empreintes. Et là il me dit, madame, il faut partir tout de suite de ce logement. Ils vous ont repéré, bien sûr effondré. Je prends ce que je peux prendre. J'ai tout laissé, écoutez-moi bien. J'ai vécu 4 mois chez mes parents avec les enfants. Moi, j'ai fui antisémitisme en 2017. Donc je suis venue, on a réussi à se prolonger. J'ai été voir la mairie de Romainville en leur expliquant que j'ai subi quand même 2 faits divers. J'ai pas réussi à joindre la maire, j'ai été reçue par un certainement de la mairie qui me dit, mais au fait, vous me racontez votre histoire, mais vous venez quoi? Me demander un logement? Voilà la réponse que j'ai eue. Et j'ai été, je peux le dire ici, soutenue par les policiers et soutenue par M. Boislan. Il ne se passe pas un mois qui passe depuis, il m'envoie un SMS, il me demande comment je vais, on s'est relogé, mais écoutez-moi bien, je ne suis pas là ni pour pleurer si un peu, parce que pour mes faits divers, mais je recommence à zéro. J'ai 2 travails, et mon mari a 2 travails. Et mes parents, ça va? Oui. Ils nous ont déjà logés, ils nous aident aussi. Ça va? Oui. Ne vous inquiétez pas. On est en train de se refaire.
J'ai tout laissé, comme je vous dis, tout laissé. J'ai pas un meuble de cuisine. J'ai laissé même des choses bêtes, banales de la vie de tous les jours. Un micro-ondes que j'ai... les placards, je voulais juste fuir en fait. Donc voilà, ça existe, je suis un cas. En 2017, je fuis pour antisémitisme. Voilà ce qu'il y avait sur ma voiture. Alors leur étoile de je ne sais quoi, je ne sais pas. C'est grâce au pompiste en fait, c'est lui qui s'est aperçu parce que moi j'ai vu que l'inscription juive ce matin-là. Voilà Israël en grand sur ma voiture. Et là sur toute ma portière, vous imaginez bien, c'est arrivé début mai avec les ponts, je suis restée presque 15 jours à temps que l'expert passe en roulant comme ça. Donc j'ai eu toutes les réactions possibles hein, dans la rue. Après, je ne la prenais plus parce que c'était insupportable pour moi. Voilà, donc oui, j'ai eu le soutien des policiers, pas du tout de nos élus, pas du tout. Après, je peux remercier, quand même, j'ai réussi à me reloger au Lilas, je peux remercier aussi le maire, comme mon fils est professeur d'arts martiaux là-bas. Vous imaginez, heureusement qu'il ne s'est pas levé ce soir-là. Voilà, et M. Gonzelan qui m'a aidé, m'a dit il faut absolument porter plainte, ne reste pas, on est là avec toi. Le témoignage. Merci beaucoup pour votre témoignage, madame. Merci beaucoup et bon courage. Et je sais que vous trouverez toujours un soutien avec non seulement le BNVCA, mais je crois dans la communauté et ailleurs. La parole à Claude qui veut répondre, je crois, à ce témoignage vraiment très fort. C'est simplement pour vous dire que dans ce pays, nous représentons 1% de la population. 1% de la population. Il y a 40% d'actes antisémites qui concernent les Juifs de France. Est-ce qu'on va accepter ça longtemps? Non. Alors, j'ai entendu ce soir beaucoup de choses. Et des choses extrêmement intéressantes avec des avocats compétents, des gens bénévoles qui aident tout ce qui se passe. Et cette dame, bien sûr, Samy était là, heureusement. Il y en a beaucoup d'autres que nous ne connaissons pas. Et quand je dis qu'on nous cache la vérité dans ce pays, y compris les institutions juives nous cachent la vérité. Je le dis et je le répète, c'est tout à fait exact. Alors il faut qu'à un moment ça cesse. Nous sommes des grands. Vous avez vu l'état de cette dame. C'est sur la santé de nos familles et de nos enfants que cet antisémitisme latent est en train de jouer. Le président, mais madame, vous posez la vraie question. Notre vraie réflexion ce soir, elle fera l'objet d'une prochaine réunion. C'est quoi l'attitude de la communauté juive de France et qu'est-ce qu'on doit faire pour se défendre? Où sont nos amis chrétiens? Où sont le reste de la population? On me dit les hommes politiques. Oui, les hommes politiques. Mais les hommes politiques, ils comptent les voix, et vous le savez très bien. Ok? Donc aujourd'hui, il faut le dire, ça aussi. Il faut arrêter de rêver. Ok? Alors aujourd'hui, mais madame, si j'avais la solution, je serais comme Samy Gonzelan, en train de, comme on le fait 1 ou 2 fois par semaine depuis 25 ans, s'appeler, parler, essayer de trouver des solutions. Les solutions, c'est que le gouvernement français ait une position équitable. Or, il ne peut pas avoir une position équitable pour une raison simple. Nous avons un gouvernement, nous avons des gens à la tête des journaux qui vendent des armes, qui vendent des armes pour la plupart aux pays arabes. Et qu'aujourd'hui, on compte les voix et on vend les armes. Voilà ce qu'on fait dans la France, le pays des droits de l'homme. Et ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'à un moment, nous allons ou partir ou nous battre. Et le combat, il est évidemment inégal. Je ne suis pas un rêveur et je vous entends, ni Samy, ni moi, ni personne d'autre ne vous entraînera dans un combat inégal. Mais aujourd'hui, on doit rester unis, on doit rester solidaires. Nos dirigeants doivent tout nous dire sur ce qui se passe, parce que ce qui est arrivé à cette dame, où elle l'a caché par peur, et c'est possible, et je la comprendrai très bien, où ils le savent, mais on évite que les statistiques augmentent pour ne pas effrayer la population. Et ça, c'est inadmissible, et en tout cas, à l'UPJF, comme au BNVCA, parce que nous sommes très proches, nous ne laisserons pas continuer les choses comme ça. Merci. Monsieur attend un petit témoignage, c'est ça ce qui s'est passé dans le 12e. Mais très rapidement, parce que là il faut vraiment qu'on file. J'habite depuis 26 ans dans le 12e.
on n'a jamais eu de problème antisémite. J'habite juste en face de l'hôpital Rothschild, depuis plus. On a entendu des tags antisémites qui sont dehors des juifs, plus de synagogues que des mosquées. On a été très surpris, bon, on habite à côté, on a eu peur, voilà, donc c'est depuis 26 ans. On n'a jamais eu ça dans le 12e. Pareil à la synagogue de Lila le samedi soir, voilà. Donc, et justement, bon, et la communauté n'a pas Micro. Il n'a pas parlé. Donc, il y a un problème. Non, parce qu'ils ne savent pas. Merci. Oui, c'est passé quelque chose aussi au Lila, des tags antisémites. C'est une atmosphère. En tous les cas, ce soir, vraiment, je voulais vous remercier infiniment d'être venu, avoir écouté des choses très difficiles et d'avoir peut-être aussi considéré qu'il fallait considérer être dans la connaissance, l'information et le combat. Merci infiniment. Je rappelle que Daniel Knoll est présent, il peut signer son livre, et aussi notre ami venu d'Israël, Jonathan Halimi, qui a fait son association netzarsara.com, si vous voulez aller sur le site internet pour l'aider. netzarsara.com, c'est pour Sarah Halimi, pour les œuvres éducatives. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, très bonne soirée. Merci Daniel. Une dernière information, Michel, s'il te plaît. Nous avons le soutien de M. Frédéric Potier. Nous avons l'intention, BNVCA, de lancer un concours national de poésie. Nous attendrons une poésie sur le racisme et une poésie sur l'antisémitisme, parce que je crois qu'il faut distinguer les deux, du fait que les acteurs, les auteurs et les mobiles ne sont pas les mêmes. Donc soyez attentifs, nous allons le faire très prochainement, nous allons le lancer très prochainement, et nous allons avoir besoin de comités de lecture et de jury.